Salut Pouillou. Salut. Merci d'être là pour cette interview. Mais merci à vous. Elle est dans la lignée des interviews que j'ai pu faire où on se pose des questions sur les monopoles de diffusion de vidéos en ligne. Et du coup, tu es co-directeur de l'association Framasoft. C'est ça. Et je pense que tu vas pouvoir nous apporter des éléments de réponse, ou en tout cas une compréhension plus large des enjeux autour de l'autodiffusion. Enfin, moi, maintenant j'utilise ce terme-là. Est-ce que les créateurs ne devraient pas s'autodiffuser plutôt que de confier leur contenu à des plateformes et de voir les enjeux qu'il y a à la fois pour les créateurs, mais aussi se rendre compte que c'est des enjeux aussi politiques, plus larges. Et voilà, donc, c'est vraiment la conclusion que nous, on en a eu à Framasoft, c'est que finalement, c'est une question beaucoup plus large que juste les outils qu'on utilise, que juste les données, etc. C'est une question de choix de société, en fait. C'est-à-dire que derrière les outils que vont proposer un Google avec YouTube ou un Amazon avec Twitch, il y a vraiment des choix de société et ces outils vont formater la création. Et alors attention, je ne vais absolument pas blâmer les créateurs et les créatrices. J'ai été youtubeur, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et moi, j'ai bien vu comment est-ce qu'on est passé, alors à l'époque où je le faisais, on est en 2015-2016, comment est-ce que déjà Google transformait la création, où au départ, ce qui était important, c'était le nombre de vues des vidéos. Et donc tout le monde faisait des vidéos courtes, tu sais, 3-5 minutes à l'époque, c'était ça. Et puis après, c'est le view time qui a commencé à être plus important. Donc on a réduit nos génériques au maximum parce que les gens zappaient les génériques. Il ne fallait pas perdre du temps de vue. Et du coup, on a aussi augmenté le temps des vidéos qui passe à 7 minutes, puis à 10-15 minutes, et tout le monde faisait ça. Voilà, et même carrément, je ne sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était à partir de 2000 abonnés, tout ça, tu avais une formation Google pour mieux faire tes vidéos, mieux paramétrer, mieux machin. Toujours aujourd'hui. Hein. Voilà, ça existe toujours. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, derrière ces outils, il y a une culture. Derrière ces outils, il y a une proposition politique, il y a une proposition d'organisation de la société et qui a été identifiée, elle est étudiée aujourd'hui, ça s'appelle le capitalisme de surveillance. Voilà. Et le capitalisme de surveillance, c'est quoi ? En fait, c'est des entreprises qui font la captation de nos comportements présents pour pouvoir vendre, principalement à des commerçants, des choses comme ça, la prédiction de nos comportements futurs. Et tu remarqueras que là, j'ai à aucun moment parlé de données. Tu sais, souvent on parle des données personnelles et tout ça, et les gens, quand tu parles de données personnelles, ils vont se dire « mais ma date de naissance », mais ta date de naissance, tout le monde l'a. Elle ne vaut plus rien sur le marché des données, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, j'ai donné mon 06 à un de tes collaborateurs là, nos deux téléphones sont côte à côte, et donc nous sommes des personnes qui sont récemment entrées en contact et qui sont dans la même pièce. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est nos comportements qui sont captés. Parce que s'il faut, cette personne-là, Google, parce que j'ai un téléphone Android, va se dire, tiens, il commence à être en relation, et si ton collaborateur a récemment acheté des pompes, peut-être que Google va me dire, tiens, peut-être qu'il va aimer les mêmes pompes, vu qu'ils sont en relation. Tu vois, et on est vraiment sur des questions de comportement, et donc de numériser et de capter l'ensemble de nos vies. Et notamment, une des manières, c'est de capter l'attention. Pour ça, et pour capter l'attention, il faut des contenus, il faut de la création. Et donc, on va essayer de capter tout ce que créent les vidéastes sur Internet. Est-ce que cette captation de l'attention n'est pas dans le même intérêt que les créateurs ? Non, il peut y avoir des intérêts qui vont ensemble, évidemment, parce que quand tu crées, moi aussi, je voulais absolument que les gens, je voulais pas absolument que tout le monde, mais je voulais qu'un maximum de gens partagent mes vidéos et puis regardent et puis s'intéressent. En général, tu donnes quelque chose pour que les gens reçoivent. C'est clairement ça. Mais eux, leur intérêt, c'est pas ça. Ils se fichent fondamentalement que ce soit ta vidéo ou une autre qui soit vue. Ce qui est important, c'est que les gens restent, tu vois, à tout temps. Donc, finalement, c'est pas... Tu penses qu'il y a un intérêt commun, mais c'est pas un véritable intérêt. Typiquement, il y a eu un truc qui s'est passé avec les sous-titres sur YouTube. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non. En fait, du coup, à une époque, Google vraiment incitait un maximum à ce que tu mettes les textes de tes vidéos et à ce que ça fasse les sous-titres et les traductions, en disant il faut de l'accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes et tout ça. Et c'était totalement du bullshit. Leur intérêt, eux, c'était de pouvoir indexer le texte des vidéos. Parce que quand je peux analyser un fichier texte, ça c'est rien du tout un fichier texte, je peux analyser les thèmes, ce qu'il s'y dit, les mots qui reviennent, etc. Donc je peux indexer et la faire remonter dans les résultats de recherche. Je peux la vendre à des publicitaires parce qu'on va parler de fleurs, parce qu'on va parler de chaussures ou un truc qui n'est pas vendeur. Tu vois ? Donc voilà, ça c'était leur véritable intérêt. Et quand ils ont commencé à avoir des robots qui étaient suffisamment entraînés pour indexer le texte des vidéos et le faire, ils ont coupé les outils de sous-titrage communautaire des vidéos YouTube. Ah ouais.
Oui. Okay. Et là, depuis quelques années, ça fait 1 ou 2 ans. Ça n'existe plus. Et ils ont coupé, en tout cas, totalement l'outil de sous-titrage communautaire. D'accord. Voilà. Ok. Parce que ça n'est plus dans leur intérêt. Ok. Tu vois. Donc on est vraiment sur des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que voilà, Google est dans cette économie de l'attention, est enfermé dans cette économie de l'attention et ne peut pas réfléchir autrement, est enfermé dans ses choix de capitalisme de surveillance et ne peut pas réfléchir autrement. Et ça, toi, tu penses que c'est dû au modèle économique de la publicité? Ou alors même si tu enlèves la publicité, on peut voir Netflix ne fonctionne pas sur la publicité et a un abonnement payant. Finalement, ils sont dans les mêmes logiques il faut te garder sur la plateforme à mort. Enfin... La publicité, c'est la façon dont on voit le plus le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire, ils captent mes comportements et ils revendent mes données pour des publicitaires, pour des annonceurs. Mais il y a d'autres manières dont tes données sont utilisées aujourd'hui, et aujourd'hui pas que aux États-Unis, en France. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, les données sont captées. Ensuite, elles sont rachetées par ce qu'on appelle des courtiers en données, les data brokers, qui vont les mélanger avec les données, par exemple, je sais pas moi, de ta carte fidélité Carrefour, de tes points Total, que sais-je. Voilà. Et donc, il y a un mix de ces données, et ça va être aussi revendu à des assurances. Parce que si tu achètes beaucoup de coca, voilà, ça peut être intéressant pour une assurance vie ou pour une assurance maladie de te faire payer un peu plus cher parce que peut-être que tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires. C'est revendu aussi à des banques pour déterminer les prix immobiliers. Parce que si tu as des amis de pauvres sur Facebook, tu es peut-être pauvre et donc on va te faire payer ton prêt immobilier plus cher. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pratiqué ou c'est totalement pratiqué aujourd'hui. Ou peut-être à l'étranger. Je ne peux pas te le confirmer totalement. Ce que je peux te confirmer, c'est que des grands groupes bancaires français, des grandes assurances françaises, sont clients de data brokers. D'accord. Je ne peux pas te dire ce qu'ils font, vu que c'est pas affiché clairement. Mais par contre, ils sont clients de data brokers. Enfin, je veux dire, tu vas sur les sites de ces courtiers en données, ils se vantent de leur clientèle. Donc il suffit juste de regarder. Et alors, un créateur qui n'a pas envie ou une créatrice qui n'a pas envie de participer à ça, quel choix Mais c'est hyper compliqué. Ouais. C'est hyper compliqué parce que ça veut dire qu'il faut s'émanciper, en fait, de tout ça. Et c'est comme quand on dit aux gens il faut quitter Facebook. Tout le monde, aujourd'hui, la plupart des gens que je rencontre, même sans être militante ou militant comme moi, se disent Facebook, c'est un mal nécessaire, quoi. Tu vois, j'aime pas, mais il y a tout le monde qui est là, mais j'ai un groupe machin où je m'organise, mais j'ai Messenger ou Insta. Bon, bref. Et c'est hyper compliqué. Mais en fait, il y a quelque chose, alors vraiment, là, encore une fois, c'est dit avec beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose de la même manière que Tanguy, en fait. C'est-à-dire que vous êtes chez Papa Google et Maman Amazon, et j'y étais aussi, et c'est hyper agréable, c'est hyper confortable. Parce que le frigo, il est tout le temps rempli, parce que t'as pas à te demander comment est-ce que tu paieras ton loyer le mois prochain, tu sais même pas d'où vient le canapé. Oui. Enfin voilà, donc il y a quelque chose... Pour la métaphore, mais pour les créatrices et créateurs, c'est pas forcément... Oui, parce que tu payes pas ton espace disque. L'hébergement, tu payes pas l'espace disque de tes vidéos. C'est open par Nutella, tu peux télécharger des gigas et des gigas autant que tu veux. Mais les gigas, ça coûte. C'est juste que ce coût a été caché, obfusqué. Aujourd'hui, on croit que c'est gratuit. Mais ça n'est pas le cas, en fait, dans la réalité. Donc, en fait, et donc, il y a ce côté papa-maman. Et le jour où tu prends ton appart, d'un coup d'un seul, comment je fais pour remplir un frigo? Comment je fais pour payer mon loyer? C'est compliqué, je dois apprendre à réparer mon robinet ou mes chiottes qui fuient. Tu vois, et c'est lourd et c'est compliqué, mais tu deviens autonome, mais tu t'émancipes. Et souvent, tu vas commencer notamment par de la coloc à t'entraider et tout ça. Donc voilà, donc c'est ça. Et donc, ce qu'il faut d'abord, la première chose, c'est ne pas culpabiliser les gens en disant « vous êtes sur YouTube, c'est mal ». Ça, faut arrêter. Parce que ça ne sert à rien et à personne. Il y a des personnes qui ne sont pas capables aujourd'hui de quitter ce giron-là et c'est OK. Il faut penser à y aller doucement. Typiquement, moi, ce que je vois des créateurs et des créatrices de contenu faire, c'est avoir en parallèle une chaîne YouTube et une chaîne sur une autre plateforme où ils ou elles se sentent plus indépendants. Sur TikTok, par exemple. C'est pas la même chose, vu que tu sais très bien qu'on va pas faire les mêmes contenus pour YouTube, même si il y a YouTube Shorts maintenant. Ça m'intéressait de revenir peut-être un peu avant sur comment tu vois, toi, l'influence de ces plateformes sur la création et sur les choix des créateurs. Tu disais que finalement, c'était tu avais remarqué aussi que les plateformes formatent les contenus des créateurs. Totalement. Oui. Mais je sais pas si tu as quelque chose à... Mais ça formate les communautés. C'est hyper intéressant aussi de voir comment ça formate les communautés. Il y avait, alors jusqu'à récemment, les points Facebook pour me remonter dans l'algorithme. Les points Facebook, où quand tu mettais un pouce pour liker un post, c'était 1 point pour le faire remonter dans l'algorithme. Quand tu mettais une colère ou un cœur, c'était 5 points. Ah oui, ok. Voilà.
Et en fait, tous le font. Ils ont communiqué ça Ils ont communiqué ça, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Okay. Le like est à 0,5 et c'est 1 point pour les autres. Enfin, l'algorithme change régulièrement. Mais avec les algorithmes de recommandation, avec les interfaces, avec tout ça, il y a vraiment un design qui est une architecture de la persuasion, hein, ça s'appelle comme ça. Et l'architecture de la persuasion, on la connaît tous et toutes. Quand tu vas à la supérette, bizarrement, à la caisse, le moment où tu es planté, où tu attends, à hauteur de vue d'enfant, il y a des bonbons, et à hauteur de vue d'adulte, il y a des magazines qu'on a envie de feuilleter, tu vois. C'est pas pour rien. Tu vois, c'est l'architecture de la persuasion. Et c'est la même chose qui est utilisée sur ces sites-là. Et donc qui influence nos comportements, mais qui les influence. Un supermarché, je ne sais pas, tu as 1000, peut-être 100 000 personnes qui vont le visiter dans l'année, c'est un énorme supermarché. Quand Google fait un changement, c'est 2 millions de personnes, 2 milliards de personnes qui sont influencées. Donc tu vois, tu as une influence culturelle qui est énorme. Or, cette influence, elle vient de qui ? Elle vient de quel type de public sociologiquement ? D'états-uniens, mâles, blancs, ingénieurs informatiques, trentenaires. Évidemment, c'est un cliché que je suis en train de faire, c'est une généralisation, mais elle n'est pas si fausse que ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu vois Edward Snowden, est-ce que je rappelle un peu qui c'est ? Bien sûr. Edward Snowden, donc, qui était analyste pour, un sous-traitant de la NSA. Tout à fait. Et donc qui traitait les données notamment que les gens s'envoyaient par SMS, entre autres, et qui expliquait que c'était des ingénieurs informaticiens de 24-25 ans à la machine à café qui s'échangeaient des nudes. Tu vois ? Parce que c'est la culture de mâle blanc sexiste, c'est comme ça que moi-même j'ai été élevé dans ce sexisme-là, patriarcal. Voilà. Et donc à un moment donné, les tétons sur Facebook, c'est cette culture protestante américaine. Est-ce qu'on a envie qu'elle ce soit la seule culture disponible dans l'espace numérique ? Et si on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on fait ? Et au-delà de cette vision politique qu'on peut participer à orienter en tant que créatrice et créateur, est-ce que tu vois d'autres raisons plus limite capitalistes de se casser de ces plateformes ? Ou pas forcément. Alors, quand je dis se casser, je précise, on est conscient qu'on ne peut pas se casser du jour au lendemain, comme tu disais, il faut y aller doucement et tout. Et peut-être qu'il faut continuer d'utiliser quand même pour ramener du trafic à un moment. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir ça dans des termes de transition. Tu vois, exactement comme moi, personnellement, je fais une transition vers le véganisme. Mais j'y suis pas encore. Ça m'arrive encore de manger des œufs, j'essaie de faire attention de leur provenance, des choses comme ça. Et ça fait des années que je fais ça. Et c'était l'ancien slogan de Travasoft, la route est longue mais la voie est libre. Donc ça c'est une chose. Mais pour les raisons de changer, il faut se rendre compte que ne serait-ce qu'au niveau thune, Google vous file les miettes. Twitch vous file les miettes. En fait. Et c'est pas pour rien que ce sont les entreprises les plus riches au monde. À la fois la capitalisation boursière, mais ça c'est des chiffres, c'est la valeur qu'on leur donne sur un marché, c'est pas le cash, mais même dans le cash qu'ils ont, je sais plus, c'était mon collègue qui avait calculé qu'ils avaient autant de cash qu'un pays comme le Luxembourg, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Donc ces entreprises les plus riches du monde vous refilent les miettes. Et la pub que vous avez et l'attention que vous avez, en fait, vous faites le maximum du travail et vous avez les miettes du gâteau qui se partagent, même du gâteau attentionnel. En fait, ce système-là est fondamentalement injuste, surtout pour les créateurs et les créatrices qui sont les exploités. Tu vois ? Donc, vraiment, je pense que dans 10 ans, 50 ans et tout ça, on aura les mêmes films sur l'exploitation des travailleurs et des travailleuses du clic et des créateurs et créatrices de contenu que ce qu'on a aujourd'hui sur Germinal ou, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, en vous émancipant, c'est plus de boulot, c'est moins de confort. Ça ne va pas être facile, mais par contre, vous pouvez en retirer beaucoup plus de pouvoir. Et toute cette question, en fait, c'est ça l'autonomie. C'est de reprendre le pouvoir sur ces contenus. Et tu vois, donc nous, très clairement, on voit bien que dans le capitalisme de surveillance, il n'y a pas que la surveillance qui est le problème, c'est le capitalisme. Et donc, dans l'anticapitalisme, tu as la question de se réapproprier les moyens de production. Mais pour les artistes, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les moyens de production, les artistes, nous, on les a. Tu peux vraiment créer avec pas grand-chose, c'est hyper accessible, et les savoir-faire aussi sont accessibles en ligne, c'est formidable. Par contre, il faut se réapproprier les moyens de diffusion. Et c'est là qu'il y a un énorme chantier à faire. Et alors, est-ce que Peertube, parce que donc Framasoft aide à construire un logiciel de diffusion en ligne, on est le développeur principal du logiciel Peertube, oui. Est-ce que Peertube est une réponse à ça ? Alors, tu vas détailler, mais... Mais oui, en gros, qu'est-ce que Peertube ?
Et en quoi c'est intéressant? Ok. Et alors, pour juste comme teaser, c'est une partie de la réponse. Ok. En fait, nous, Framasoft, donc on a eu toute une démarche par rapport au monopole des géants du web et au capitalisme de surveillance. Et dans cette démarche, à un moment donné, on a voulu trouver une solution technique au problème YouTube. Je dis bien une solution technique parce que YouTube et Twitch et TikTok aujourd'hui, je prends YouTube, mais c'est le symbole de ces plateformes de vidéo, c'est les mêmes, avec des variantes importantes, mais c'est les mêmes choses. C'est 3 choses en une. C'est un petit peu comme de la télévision, YouTube aujourd'hui, de toute façon ça reprend les mêmes principes, c'est 3 outils. C'est un outil d'hébergement et de diffusion de vidéos. C'est aussi un outil de monétisation qui est lié à ça. Et c'est enfin un outil d'éditorialisation, c'est-à-dire les recommandations. YouTube te propose de voir du contenu. Donc, il le choisit avec le fameux algorithme. Voilà. Nous, on a pris, sur ces 3 problèmes, on n'a pris qu'un seul, celui qu'on se sentait d'attaquer, qui est le problème technique de diffusion des contenus. Et on s'est dit, comment démocratiser ces moyens de diffusion? Il existait déjà des logiciels libres. Tu avais Media Goblin, tu en avais quelques-uns qui existaient pour créer sa petite plateforme. Tu installes le logiciel sur un serveur. Alors, il faut avoir les capacités, mais ok. Tu installes le logiciel sur un serveur, tu mets tes vidéos dessus, et là, tu es content, tu as ton site avec tes vidéos. Personne vient dessus. Voilà, c'est un peu... voilà. Mais ou juste tes amis ou les gens qui veulent voir tes vidéos, mais c'est cool. Donc déjà, il y avait ce problème de comment on fait pour avoir une plateforme de vidéo attractive. Il faut qu'un maximum de monde puisse mettre ses vidéos dessus. Mais si tu dois héberger les vidéos de tout le monde, il va te falloir des fermes de serveurs, il va te falloir des relais dans tous les pays, etc. Il va te falloir avoir la puissance de feu de Google et les moyens de Google. Donc là, on s'est dit, mais en fait, comment est-ce qu'on a fait avant que Google et les géants existent? C'est quoi les bases d'Internet? Les bases d'Internet, c'est un réseau distribué, voilà, où chaque ordinateur peut à la fois donner et recevoir et peut, comme ça, être un acteur. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Et on s'est intéressé au protocole de fédération, on en parlera. Mais tu vois, donc Peertube a intégré de la fédération, ce qui permet en fait quoi? Que quand j'installe Peertube sur mon serveur et que j'y mets mes vidéos, je peux aussi me fédérer avec ton serveur, avec son serveur, avec son serveur. Mais je ne prendrai pas vos vidéos sur mon serveur, sur mon disque dur, mais j'afficherai votre catalogue de vidéos. Et donc j'aurai un catalogue de vidéos plus grand qui peut intéresser plus de monde. Ça, c'est ce premier principe. Et un autre souci quand techniquement tu décides d'héberger de la vidéo, c'est le succès. Si tu as à un moment donné, tu en parlais déjà dans une précédente interview. C'était des questions qu'on se posait. Est-ce que vous avez pu faire des tests avec Peertube d'un afflux énorme de spectateurs et qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, le player, tu l'as peut-être pas pris, je crois pas que tu viens de le dire, mais fonctionne sur le peer-to-peer parce que maintenant c'est intégré dans les navigateurs, ce qui permet que ce soit pas que le serveur qui t'envoie la vidéo, mais tous ceux qui le regardent peuvent t'envoyer aussi la vidéo. Et comme ça, s'il y a du succès, hop, ça permet répartit la charge. Exactement. Alors, est-ce que ça Mais nous, on ne demande que ça. Et si vous voulez faire des tests à grande échelle et nous expliquer où est-ce que ça pointe et où est-ce qu'on peut faire des... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est des paramétrages qu'il va falloir affiner pour passer comme ça sur ce qu'on appelle la scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'à grande échelle, ça fonctionne. Donc on ne demande que ça. Pour l'instant, les tests qui ont été faits, c'était notamment l'université d'été du Canard réfractaire. C'était pour le live en peer-to-peer. Donc Peertube fait aussi du live maintenant et du live en pair à pair. Alors pour l'instant, on a entre 30 secondes et 1 minute de lag. Ok. J'ai demandé, Voilà. Mais en vrai, normalement, c'est 20 secondes. La latence. Et cette latence, elle peut être réduite si on paramètre et tout ça. Mais là aussi, il va falloir que des gens nous disent à quel point ça, c'est prioritaire par rapport à d'autres développements. Donc voilà, qui sont les gens qui utilisent Peertube? Quels sont les besoins? On va avoir besoin que des voix s'expriment. Okay. Voilà. Mais ça peut être réduit techniquement encore, on a des pistes. Ok. Donc c'est plutôt de bonne nouvelle. Mais bref, et donc il y a eu des tests avec le Canard réfractaire et qui sont disponibles sur notre forum. On a un forum qui s'appelle framacolibri.org et voilà, et où on peut voir ces tests-là. Mais on a eu plusieurs fois des organisateurs qui disaient je vais faire une grande conférence, il va y avoir plein de gens qui vont se connecter en même temps et tout ça. Et on a dit nous on ne peut pas vous assurer la scalabilité, mais si vous voulez qu'on la teste et qu'on soit là pour accompagner ça, let's go. Et pour l'instant, personne n'est venu faire ces tests avec nous. Donc, il faut déjà avoir une bonne audience pour tester vraiment les limites. C'est ça. Et nous, on est quand même... Vous avez quand même pu comparer juste en termes de trafic, s'il y a quand même une réduction. Est-ce que vous avez fait des tests en activant en peer-to-peer et en désactivant? En désactivant, oui. Non, et vraiment, il y a une différence? Ah, mais bien sûr. D'accord. Oui.
Donc ça marche, ça fonctionne. quoi. Ah oui, Ouais. oui sinon, ça fait 4 ans non 5 ans pardon, qu'on développe le logiciel. Si ça marchait pas, on aurait arrêté. Ou on l'aurait dit, nous on n'a pas de problème à dire nos échecs, on en a eu plein, et c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'en effet, quand on se renseigne sur les players qui existent, les hébergeurs de vidéos et players qui existent, hors de YouTube et tout, généralement ils facturent en effet à la donnée. Déjà à la donnée que tu stockes sur leur serveur et ensuite au trafic que tu génères. Ouais, tout à fait. Et ça peut faire peur. Déjà, ça peut te dire, ok, alors il n'y a peut-être pas d'algorithme qui va me formater mon format de vidéo parce qu'il faut faire tant de minutes et tout machin. Mais au final, si tu sais que tu fais une vidéo d'1 heure, tu risques de payer plus cher si la personne regarde en entier. Donc tu vas être encouragé à faire des vidéos courtes. Enfin, il y a d'autres contraintes qui rentrent en jeu, quoi. Et tu vois, tout cet argent-là, Google le paye. Et il le paye avec les fruits de ton travail. Et c'est de l'argent qu'il ne te montre pas. Et en plus, Google s'enrichit. Il se prend une marge de dingue. C'est même bien sur qu'il y a un YouTube, problème. parce que ça a été... oui. Longtemps, de l'info que j'ai eue, oui, ils étaient n'avaient pas été déficitaires. rentables. En tout cas, sur YouTube, le groupe Google, évidemment. Mais ils étaient déficitaires. Oui, bien sûr. Non, mais il faut bien payer aussi les datas et la bande passante de toutes les vidéos qui ne sont pas monétisées. Alors, évidemment, eux, ils monétisent, ils rajoutent de la pub sur le côté, etc. Alors, non, mais maintenant, ils les ont monétisés, tout ça. Mais derrière, encore une fois, quelle est la valeur produite ? La valeur n'est pas que une valeur en termes d'argent, c'est une valeur en termes de monde parce que tu es obligé de te créer un compte Gmail pour utiliser YouTube, c'est une valeur en termes de données, etc. Donc c'est assez facile dans les comptes. Tu ne peux pas juste la chiffrer par la publicité qu'il y a devant ta vidéo. Tu ne peux pas séparer, tu peux pas segmenter Google vu que ça n'est pas segmenté, en fait, les produits. Tout est interconnecté. Et alors, Peertube, tu parlais avant qu'on filme que c'était aussi un outil, parce que c'est un enjeu aussi pour un pays de se diffuser avec ces outils qu'ils maîtrisent, où le code peut être ouvert ou pas. Tu te rappelles du scandale quand les impôts sur le revenu, en France, on est passé de l'impôt sur le revenu payé après à l'impôt à la source. Et donc, au moment où on passait à ça, avant de faire ta déclaration, tu étais obligé de regarder une vidéo qui était hébergée sur YouTube. Ah oui, ok. Ouais. Il y a eu un scandale de dingue parce que l'État français a obligé tous les contribuables à regarder une vidéo YouTube et donc à filer. Parce que même si tu n'es pas connecté à un compte Google quand tu regardes une vidéo YouTube, dans le lecteur de YouTube, il y a des pisteurs. C'est-à-dire, on récolte tes données. C'est ça. Donc là, il y a quand même un enjeu grave de se dire, mais en fait, à un moment donné, comment c'est possible que l'État donne en pâture à YouTube les données de tous ses contribuables. Il y a quelque chose de grave, quoi, tu vois, au niveau de l'indépendance d'une nation. Et du coup, tu disais qu'il y avait même l'éducation nationale qui pouvait utiliser des plateformes comme YouTube. En quoi ça... tu viens un peu d'expliquer, mais en quoi ça, c'est un enjeu aussi pour l'éducation nationale, pour un pays, c'est simple. À un moment donné, évidemment que la vidéo, elle est partout aujourd'hui dans notre vie et qu'il y a des contenus de vulgarisation pédagogique formidables, notamment sur YouTube. Évidemment que les profs ont envie de s'en servir. C'est bien normal. Et eux aussi même d'y contribuer. Le problème, c'est que si on demande aux élèves d'aller sur YouTube, encore une fois, on va les habituer à un produit, on va les donner leurs données et leur comportement en pâture à Google, et c'est un petit peu comme si on disait, mais en fait, tiens, les cantines scolaires, on va les confier à McDo. Est-ce que c'est le choix de société qu'on a envie de faire ? Voilà. Et il y a plein de gens pour qui c'est très très clair sur McDo, c'est pas si clair que ça sur Google. Alors attention, il y a une différence. Des googlisons Internet, on a commencé en 2014. En 2014, tout le monde, un an après Snowden, tout le monde s'en cognait, à part les quelques excités du bulbe comme nous, mais sinon, c'était simple. Aujourd'hui, je pense que tu demandes à des personnes dans la rue est-ce que Google est ton ami, la plupart vont dire non. C'est plus la même chose. Clair, Voilà. Donc bon, c'est quand même cette bataille-là culturelle est gagnée, mais quand même, comment est-ce qu'on fait ? Et donc notamment l'éducation nationale, à un moment donné, est venue nous voir. Il y a un projet dans l'éducation nationale qui s'appelle apps.education.fr et qui offre une plateforme aux agentes et aux agents de l'éducation nationale, donc les profs notamment, et une plateforme où ils peuvent utiliser comme ça des services en ligne. Donc il y a un équivalent à tout ce qui va être Dropbox et Google Drive qui s'appelle Nextcloud, qui est du logiciel libre. Un équivalent pour écrire des textes à plusieurs qui s'appelle Etherpad, nous on l'a sur Framapad. Et il y a Peertube pour les vidéos.
Le problème, c'était que ils voulaient mettre ça à disposition des agents, mais les agents, ils utilisent, tu sais, leurs identifiants de l'académie pour ouvrir la plateforme. Et donc, ça, c'est des protocoles d'identification. Tu as le LDAP, OAuth, et puis des trucs un peu plus exotiques. Ils avaient besoin que Peertube puisse fonctionner avec ces identifiants. Ce n'était pas encore développé. Ils nous ont demandé de le développer, et donc ils nous ont financé ce développement. D'accord. Voilà. Ça, c'était en 2018. Et là, allez, tiens, je te le dis un peu en exclu, on est en train de travailler sur des outils très légers d'édition de vidéos depuis Peertube pour pouvoir ajouter un petit générique de début, pour pouvoir ajouter un petit logo à un endroit, etc. Et ça aussi, c'est financé par les besoins du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Trop bien. Voilà. Et ce qui est très très bien aussi, et de toute façon nous on le souhaitait, c'est qu'ils ont d'autres besoins où nous on ne se sentait pas de les inclure dans notre feuille de route et dans notre charge de travail. Et donc ils ont pris d'autres développeurs qui ne sont pas chez nous pour développer sur Peertube. Évidemment on collabore bien avec joie avec des développeurs externes parce que nous on a tout intérêt à ce qu'il y ait d'autres personnes qui puissent apprendre et se spécialiser sur le code Peertube. Ouais, et contribuer à le faire évoluer. Exactement. Okay. Parce que là, donc, comme tu disais, c'est avant tout, si on parle en termes de briques, c'est une brique très technique de distribution de vidéos. Mais vous destinez avant tout à enrichir surtout cette brique, mais tout ce qui va être monétisation ou je sais pas, service de newsletter, ou je sais pas, tout ce qui pourrait aider un créateur à se rendre autonome, ça, il ne faut pas attendre de Peertube que ça arrive. Exactement, parce que, voilà, en fait, c'est simple. Framasoft, c'est une association qui n'est pas plus grande que ton club de pétanque. On va le dire très honnêtement. On est 40 membres, dont 10 salariés. Alors par contre, il y a 10 salariés. On a un budget, là on est en train de boucler les comptes 2021, donc ce sera publié à la fin du mois, donc je te donne des approximations, mais un budget d'à peu près 600 000 € par an, ce qui est énorme pour une association, d'autant plus que c'est 98% des dons. Donc c'est des gens qui nous donnent des sous, la plupart, à peu près 12 000 personnes qui nous donnent des sous, qui nous font confiance et qui nous financent comme ça. Donc c'est vraiment, on est ravis. Mais par rapport à Google, c'est des moyens ridicules. Tu vois, Peertube, on avait calculé que là, on doit être sur 5 ans de développement. Déjà, on a une personne équivalente temps plein, et encore, il n'est pas à temps plein dessus, le développeur qui fait Peertube. Donc il y a un développeur équivalent temps plein et pas trop temps plein. On a dû mettre 250 000, 300 000 € dessus. Voilà. Et avec ça, on a fait une super brique technique. Mais on ne va pas pouvoir faire tous les problèmes du monde. Et la monétisation, nous, ce n'est pas un problème auquel on va savoir s'attaquer. Donc, c'est très important de pouvoir rémunérer la culture, de pouvoir rémunérer les créateurs et les créatrices de contenu. Mais nous, on va se tenir à ce qu'on sait faire. Donc pour l'instant, sur Peertube, tu as un pauvre bouton soutenir que tu peux activer sous chaque vidéo. L'avantage, c'est que derrière le bouton soutenir, le ou la vidéaste peut mettre ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu peux mettre, pour me soutenir, voici mon PayPal, mon Utip, que sais-je, mais tu peux mettre aussi, pour me soutenir, envoyer une carte postale choupinou à ma grand-mère, elle adorera ça, et voici l'adresse. Tu peux. Voilà. Donc voilà, mais là, il va falloir que d'autres personnes s'en chargent. Par contre, nous, on sera ravis de les aider dans leurs besoins. Trop bien. Et pour tout ce qui est question d'interopérabilité, tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est. Ouais. Et tu as commencé, parce que c'est des questions que nous, on se pose si on commence à sortir de ces grandes plateformes, de pouvoir se fédérer, comme tu disais. Ouais. Peertube permet de relier les instances entre elles et tout. Mais là, l'idée, c'est que si on imagine un site pour créateurs, que chaque créateur, créatrice puisse se relier, se recommander les vidéos les uns des autres. Ouais. Alors, il y a déjà des technologies qui le permettent, comme le flux RSS et tout. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses encore plus belles à inventer? Et je sais que Framasoft pousse dans cette direction, en tout cas explore cette direction avec ce qu'on appelle le fait divers. Alors c'est quoi le fait divers? Fait divers, Federated Universe. Fait divers. Wow, okay. Voilà. L'univers fédéré. C'est un bien grand mot pour tout ce qui va être un protocole. Donc les protocoles, c'est des langages, mais numériques. Tu en connais déjà. Tout simplement, le protocole pour afficher des pages web sur un navigateur, c'est le protocole HTTP. Par contre, tes emails ne vont pas utiliser le même protocole. Souvent, c'est des protocoles qu'on appelle SMTP, POP, etc. Tu vois. Mais donc voilà. Et donc, c'est comment faire en sorte que n'importe quel ordinateur, serveur qui a un site web et n'importe quel navigateur puisse se comprendre et afficher, il faut qu'ils parlent le même langage. Voilà. Et donc, du coup, pour les médias sociaux, il y a un protocole qui a été, accepté. Hein ?
Oui, créer, inventer, j'en sais rien. Non, mais créer, inventer, mais surtout qui a été intégré au web par la W3C, donc c'est un consortium qui dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va dire, ça il faut le mettre pour tout le monde et que ça marche, et qu'est-ce qu'on va dire, ben ça on verra plus tard. Voilà. Et c'est le protocole qui s'appelle ActivityPub. Voilà. Et donc qui permet donc de créer des formats d'information qui pourront être affichés d'une manière ou d'une autre. Et l'exemple, moi, que j'ai, c'est que Framasoft, on a fait une vidéo pour expliquer PeerTube, qu'on a mis sur notre PeerTube à nous, qui s'appelle Framatube. Et la vidéo, c'est « What is PeerTube ?» Et je peux te le faire très bien, parce que c'est moi, avec mon accent anglais pourri, qui ai fait ça. Les dessins sont magnifiques, c'est une association qui fait ça trop bien, tu vois. Enfin, voilà. On leur a demandé, et la voix, on n'avait personne. J'ai un pote qui avait une carte son, je suis allé chez lui et je suis allé faire la voix. Et du coup, sous la vidéo, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a commenté en disant oh là là, l'accent, il est un peu pourrave et tout ça. Et là, j'ai répondu bah ouais, c'est moi, et désolé, mais tu sais quoi, si toi, tu peux faire un meilleur son, vas-y, tente-le, et puis on remontera la vidéo, ce serait cool. Enfin, voilà. Et on parle comme ça, tu vois. Tu pourrais changer le fichier parce que tu n'es pas bloqué par YouTube qui t'empêche de modifier ta vidéo une fois que tu l'as publiée. Et c'est une des fonctionnalités qu'on voudrait peut-être faire là. Pas encore présente dans PeerTube. Pas encore sur la V5, de pouvoir écraser la vidéo. C'est possible, tout est possible. Il faut juste le coder. Tu vois, donc tout est permis en fait. Hein. Et si nous, ce qu'on fait avec PeerTube ne te va pas, comme c'est un logiciel libre, tu peux dire, en fait, ce qu'on appelle fork le logiciel, je le fourche. Donc je prends le code, je vais l'appeler BetterTube. Et puis je vais lui faire donner toute autre direction au code. Tu as le droit, c'est libre, on te donne le droit. Et pour en revenir à cette conversation du mec qui se foutait de ma gueule avec mon accent, on fait ça, tu vois, dans les commentaires de la vidéo, quoi. On papote. Et puis à un moment donné, je vais sur l'équivalent de Twitter dans le fait divers, qui s'appelle Mastodon. Je vais sur mon compte fait divers et je sais que quand je publie une vidéo sur Framatube, dans le fait divers, ça fait une espèce de tweet, on appelle ça un poète, avec la vidéo, tu vois, c'est-à-dire que les informations qui donnent une vidéo sur Framatube, sur Mastodon, ça va donner un tweet vidéo. Et je vois toute la conversation en commentaire qui est une série de tweets qui se répondent, tu vois. Et voilà, et c'est ça le fait divers, c'est que ça permet vraiment d'afficher les commentaires de YouTube comme des tweets, et finalement je peux utiliser mon compte, donc pas tweet mais Mastodon, moi c'est Framapiaf, hein, mon compte, pour répondre à des vidéos. Tu vois, et c'est pourquoi? C'est parce que comme ça, tout ça parle le même langage. Et à l'époque, Facebook et Google le faisaient. Est-ce que tu te rappelles que Messenger, à une époque, c'était dû... Et là, je vais me faire engueuler parce que j'ai plus le bon... Jabra... je peux pas t'aider. C'est un protocole de chat. J'ai SMTP, mais c'est pas ça. Bon, bref, je suis désolé pour les techniciens qui m'écoutent, j'ai juste un trou, ça arrive. Voilà, mais c'était un protocole ouvert à une époque, Messenger, et tu pouvais lire Messenger depuis Google Chat, avant Hangouts et avant Google+. Ok. Voilà, je suis vieux, hein, donc, voilà. Mais... Et à une époque, c'était ouvert. Et Facebook, de toute façon, a été ouvert tant qu'il voulait attirer des personnes sur la plateforme. Une fois qu'ils avaient l'audience... Ils ont fermé leur protocole. Mais comme le flux RSS, moi j'ai observé ça au niveau du flux RSS. Oui. Au début de Facebook, ils généraient un flux RSS de tes publications. Ouais. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté de le publier. Est-ce que tu sais que toutes les chaînes YouTube génèrent des flux RSS? Je sais, Ils sont hyper difficiles à trouver parce que Google les cache, parce que tu peux du coup regarder des vidéos depuis un flux RSS, donc sans trop passer par Google. Ouais. Ça, ils n'aiment pas. Mais ils mettent pas le code de l'embed et tout, je crois qu'ils mettent très peu d'infos. Il y a des extensions, notamment sur Firefox, pour avoir les flux RSS de YouTube. Hein, donc tu peux les avoir facilement comme ça. Et puis alors sur Android, tu as une application qui s'appelle NewPipe pour regarder les vidéos YouTube. C'est le top. Ah ouais? Ouais, parce que du coup, en fait, tu n'as plus rien de Google. Mais même pas le lecteur. Publicité. Tu as les sponsoring, mais tu n'as pas les pubs. Ah ouais? Ok. Voilà. NewPipe. Ouais. NewPipe, c'est une application Android. Du coup, elle n'est plus sur le Play Store parce que Google l'a interdite quand même. Mais du coup, sur le Play Store, tu as l'application guide pour installer NewPipe. Donc c'est parfait, tu as le truc pour t'expliquer comment faire. D'accord. Et alors, donc pour illustrer un peu ce que tu viens de dire, ça voudrait dire que tu pourrais, pour le fait qu'avec ton compte, c'est comme si tu pouvais avoir un compte Twitter et commenter une vidéo YouTube sans avoir à avoir un compte chez Google. Exactement. Et puis ensuite partager dans la vidéo YouTube une photo Insta.
Et ça c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité? C'est cette interopérabilité, en effet, c'est-à-dire que ça peut marcher entre plusieurs logiciels. Tu vois, typiquement, quand tu veux ouvrir un document Word avec le logiciel de traitement de texte de Apple ou avec Google Drive, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Microsoft Word, ils disent pas comment, aux développeurs de logiciels comment lire le document Word. Tandis que si tu le fais avec un document LibreOffice, c'est ce qu'on appelle ODT, Open Document Text, là c'est un format ouvert, donc tout développeur peut savoir comment afficher le gras, les titres, les marges, ce que tu veux, et donc interpréter ça. Et donc toi demain, si tu es développeur, tu peux créer une application Android pour faire du traitement de texte. Voilà, avec ce format-là, parce qu'il est interopérable. Donc c'est ça, et c'est encore une fois, c'est la force de l'ouverture, c'est qu'on peut vraiment faire des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus intéressantes. Et alors selon toi, est-ce qu'il faut attendre que ces géants ils se mettent à jour quelque part avec ces protocoles? Ou alors, il y a des. Je sais pas. On voit on parle du Papa Noël. Comment ça se passe? On voit la Quadrature du Net qui essaye de militer dans cette direction. Oui, mais la Quadrature du Net milite pour de la régulation. Oui, c'est ça. C'est en termes de. Oui, non, mais bien sûr. Il faut les forcer. Il va falloir leur arracher les dents. Tu vois, ça c'est un truc. Il va falloir leur faire pampan cucu très fort pour y arriver. Et encore une fois, on est sur des entreprises qui ont le pouvoir d'État. Qu'on soit bien d'accord. On est sur des entreprises qui ont permis à la CIA d'espionner le téléphone portable du président Sarkozy et de la chancelière Merkel. Non mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas des petits joueurs. On est sur des entreprises qui ont les plus gros budgets de lobbying, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de Washington. Donc, à un moment donné, moi je suis totalement pour. Et en plus, là en ce moment au niveau de l'Europe, on a de la régulation qui commence à être hyper violente au niveau des GAFAM, et tant mieux et merci, il faut de la régulation. Mais c'est pas grâce à ça qu'on arrivera. À un moment donné, il faut aussi commencer à construire un monde sans eux, à part d'eux. Parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu Google Internet ou Facebook Internet. On parle des GAFAM, je peux te faire les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Je peux te faire les Batix, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Voilà, tout ça, c'est le capitalisme de surveillance. Et tu en coupes un, il y en a 3 qui poussent. Et ce qui est hyper dur, c'est, moi j'observe à ma petite échelle, si j'essaie de construire un site, si je veux avoir des outils un peu cool, si je veux analyser le trafic sur mon site, l'outil sur lequel je vais tomber en premier, c'est Google Analytics. Donc fait, tu restes dans le truc de Google. Si tu veux faire en sorte d'éviter les spams, tu vas utiliser Google CAPTCHA. Donc tu utilises encore des trackers de chez Google. C'est hyper dur. Google CAPTCHA qui te fait travailler pour, tu sais, quand tu dois identifier les bus et les machins. L'intelligence artificielle, tu les entraînes. C'est ça. Ils te font. Et à l'époque, avant de faire travailler leur intelligence artificielle, les CAPTCHA, je sais pas si tu te rappelles, c'était des numéros, des lettres, et en fait, tu faisais de la reconnaissance des numéros de rue et tout ça pour Google Maps et Google Street View. Vrai. Ou même pour apprendre à leur moteur à lire des pages de la reconnaissance de texte. Des pages d'écriture. Mais oui, des pages quand ils numérisaient les livres et tout. Ouais. Donc voilà. Donc en effet, et pourquoi tu bosses gratuitement en plus pour eux. Tu fais bosser tes internautes. Le capitalisme de surveillance, ça fait de nous du bétail. C'est Harald Balkan qui dit ça, et c'est vraiment, il faut se rendre compte que, encore plus quand tu es créateur de contenu, tu es le bétail de Google dans la ferme industrielle de Google. C'est-à-dire qu'ils te traient de ta création, de tes données, de tes comportements, et ils te vendent leur foin de publicité et de machin et de trucs. Voilà. Donc, ils te gavent d'un côté et ils te traient de l'autre, ou ils prennent ta viande de l'autre. Donc vraiment, c'est affreux, dit comme ça, et l'objectif n'est pas de faire chier tout le monde. Bonnes images. Mais malheureusement, c'est la métaphore la plus juste. Et alors, est-ce que Framasoft peut aider? Je sais que vous référencez plein de sites alternatives, en gros. Est-ce qu'en termes d'analytics, il y a quelque chose? Est-ce que pour les CAPTCHA, il y a d'autres choses? C'est pas juste nous, Framasoft, qui allons aider, c'est plus la communauté du libre qui va aider. Et le libre, c'est quoi, le logiciel libre? Et attention à ne pas confondre avec l'open source, on fera peut-être le distinguo tout à l'heure, si jamais. Mais le libre, c'est quoi? Le principe du libre, c'est rendre le pouvoir aux utilisateurs, aux utilisatrices. L'idée, c'est que des informaticiens, des ingénieurs se sont rendus compte que parce que ces personnes-là avaient la connaissance, le savoir du code, qui est juste une connaissance, alors ils avaient le pouvoir. Pourquoi? Parce que dans le monde numérique, quand tu fais le code, tu fais la loi. Tu écris dans le code
ce qu'il sera possible de faire ou de ne pas faire. Comme nous, par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure de PeerTube, et que c'est pas possible encore d'écraser sa vidéo, et je te dis, ben, c'est possible, il faut juste qu'on le code. Mais pour l'instant, on ne te l'a pas autorisé, on fait la loi quelque part. Tu vois, donc on a ce pouvoir-là. Et donc, il y a des ingénieurs qui se sont dit, mais c'est trop de pouvoir pour nous. On va devenir une élite, ou alors il y a des gens qui vont pouvoir acheter notre travail et devenir des élites, ce qui s'est passé avec les GAFAM, tu vois, et donc c'est trop de pouvoir. Donc comment est-ce qu'on fait pour rendre le pouvoir aux gens? Et pour que ce soit finalement les utilisateurs et les utilisatrices qui contrôlent le logiciel et la machine, et pas l'inverse, tu vois. Et donc c'est vraiment ça, la base de tout donc ça. Le libre, c'est redonner le pouvoir aux utilisateurs et aux utilisatrices. Et donc, Framasoft, nous, on ne développe pas tout le livre, il y a plein, on est juste une toute petite association du livre parmi des milliers. Et par exemple, tu as Matomo qui existe, et mince, il y en a encore un autre, bon bref, il y en a deux logiciels libres. C'est un espèce de label que tu t'auto-attribues? Absolument pas. Parce que c'est pas juste, oui, je veux partager le pouvoir, je suis gentil, bisous. Non, tu vas... Parce que tu as l'air de dire qu'on pourrait être libre sans être open source. Ouais, mais le libre, c'est tu vas signer un contrat. Un contrat légal, mais comme c'est un contrat, tu sais pas, quand toi tu es développeur, tu sais pas qui seront les utilisateurs, c'est un contrat ouvert, on appelle ça une licence. Et dans cette licence, tu vas assurer vraiment, et c'est un contrat, les gens peuvent t'attaquer en justice si tu ne respectes pas le contrat, hein, c'est légalement opposable. Et dans ce contrat, tu vas assurer 4 libertés aux utilisateurs et aux utilisatrices. Le fait d'utiliser le logiciel comme tu veux, le fait de pouvoir l'étudier, aller regarder sous le capot, donc connaître le code source, le fait de pouvoir le modifier si jamais tu veux, et le fait de pouvoir distribuer, que ce soit le logiciel d'origine ou celui que tu as modifié. Voilà. C'est ces 4 libertés-là. L'open source ne demande qu'une seule de ces libertés, que le code source soit ouvert. D'accord ? Et donc, en fait, l'open source, c'est quoi ? C'est une méthode pour créer du logiciel de manière collaborative, c'est-à-dire, on va dire, plutôt que mon logiciel, ce soit une recette secrète, et que mes développeurs le savent, mais ils ont des contrats de non-disclosure agreement, etc., tu vois, enfin voilà. Je vais mettre mon code à disposition de tout le monde, je vais dire, hop, les gars, si vous voulez aider, c'est open. Et donc, c'est une méthode qui est hyper efficace pour développer du logiciel, qui coûte pas cher parce que tu as plein de bénévoles qui vont venir bosser gratos sur ton code. Tu parles, le capitalisme s'en est servi. Et aujourd'hui, les plus gros contributeurs à l'open source, c'est Google, c'est Facebook, Tesla aussi, et assez doué là-dessus, Microsoft maintenant aussi. Enfin voilà, tu vois, parce que c'est hyper compatible avec le capitalisme. Tu vois. Et donc, si je résume, le libre, c'est de l'open source plus de l'éthique. Et si tu fais un peu de maths, toute petite équation, si et seulement si, l'open source, c'est du libre sans éthique. Ok. Belle démo. Merci. Des années de conf. Est-ce que Framasoft s'intéresse aussi aux autres devices, en gros, pas seulement aux smartphones et aux ordi ou quoi, mais aussi, par exemple, aux téléconnectés, etc. Alors, nous, non, on ne travaille pas trop sur les objets connectés. Par contre, dans le monde du libre, tu en as évidemment qui travaillent dessus. Donc, tu as notamment tout ce qui est Pine64 qui travaille sur le PinePhone. Alors, j'ai plus exactement. Il y a une montre connectée libre, il y a un téléphone libre, il y a des choses comme ça, avec un maximum de libre hardware aussi. Tu as la fondation Mozilla, tu sais, le navigateur Firefox. Si tu veux contribuer au libre sans coder une seconde, contribue au projet Common Voice. Common Voice, c'est quoi ? C'est faire de la reconnaissance de texte, mais libre, pour qu'à un moment donné, tu puisses intervenir avec ton smartphone, ton ordinateur ou ta télé, en lui parlant, et qu'il puisse reconnaître ta voix. Et donc, pour ça, il faut que des gens lisent des textes, et des gens écoutent des textes qui sont lus pour savoir si ça marche. Et donc, tu as un projet qui s'appelle Common Voice. Et tout le monde peut contribuer en lisant ou en écoutant des lectures d'autres, pour savoir si ça marche, pour vérifier. Et donc, ça te prend 2 minutes, hein, tu vas sur Common Voice et tu peux aider Mozilla à faire ça, et ça aide énormément de développeurs et de développeuses derrière. Moi, je pensais vraiment aux téléconnectés, je reste dans mon sujet de la vidéo et de la diffusion de la vidéo, qui j'ai l'impression est un enjeu aussi, parce qu'il y a de plus en plus ça devient de plus en plus facile de regarder ton Netflix, ton YouTube, même sur ta télé. Tout à fait. Et du coup, comment donner ce pouvoir aussi aux créatrices et créateurs de pouvoir se diffuser eux-mêmes sur ces smart télé. Parce que finalement, Internet permettrait ça normalement à la base, mais finalement l'environnement des smart télé a l'air plutôt fermé, quoi. Et alors que, pas tant que ça, c'est hyper intéressant. En fait, Android,
Tu vois, et notamment Android TV, mais Android TV ou Android des smartphones, etc. Android, à l'origine d'Android, tu as AOSP, Android Open Source Project, qui est un projet open source dont n'importe qui peut s'emparer pour faire du Android sans Google. Sauf que Google a été très malin. Et c'est pour ça que je te disais que Google est un des principaux contributeurs de l'open source. Ils sont très malins. En fait, le système d'exploitation Android, il ne va pas te servir à grand-chose si tu n'as pas les notifications, si tu n'as pas la synchronisation des agendas, la synchronisation des comptes, du carnet de contact, si tu n'as pas tout un tas de petites choses comme ça, un magasin d'applications. Ouais. Tu vois ? Et donc, Google a dit, tout ça, je vais le mettre open source, c'est ouvert, vous pouvez l'utiliser sans moi si vous voulez, mais en fait, tous les trucs clés et essentiels, ils les ont verrouillés. D'accord. Or, aujourd'hui, tu as des gens qui font le boulot pour les smartphones, par exemple, et les tablettes. Tu as des gens qui font le boulot de comment est-ce que je peux dégoogliser tout ça, tout en restant utilisable pour les gens normaux, quoi, toi et moi. Tu vois. Et notamment, tu as les services que tout le monde utilise. Totalement. Et tu as la fondation E, donc i.fondation, E.fondation, qui fait ça et qui vend même des smartphones. Donc, ils ont une marque qui s'appelle Muredin. Ils vendent des smartphones reconditionnés, ils sont aussi avec le Fairphone, tu sais, le téléphone équitable. Voilà. Et donc, à partir de leur travail qu'ils font, qui est libre lui aussi, on peut peut-être à un moment donné l'adapter pour Android TV. Mais, encore une fois, personne d'autre que toi ne le fera. À un moment donné, et c'est ça le truc, c'est que dans le numérique, on est tellement habitué à ce que je me laisse porter, je m'occupe de rien et les autres s'en occupent. Les services sont là. C'est ça. Et en même temps, c'est pas pour rien. Je veux dire, le monde numérique nous est tombé dessus en tant que civilisation. Et il a fallu s'en occuper, en plus de s'occuper de ce qu'on avait avant, la bouffe, l'énergie, l'éducation, les loisirs, etc. Et c'est devenu un nouveau truc dont il faut s'occuper. Donc, on a carrément envie que d'autres s'en chargent pour nous. Ouais. Mais si tu veux des espaces de liberté, il va falloir les construire toi-même, malheureusement. Et alors, c'est quoi la suite de Framasoft ? Oula. Enfin, de Framasoft et de Peertube. Je voulais dire Peertube, mais les deux, du coup. Ok, parce que il faut bien se rendre compte que Peertube, alors c'est à peu près 10% de nos ressources, mais c'est un de nos 80 projets actuellement. Ouais. Donc voilà, Framasoft, on fait énormément de choses parce qu'on aime ça et que Framasoft est une association d'expérimentation. Donc voilà, la suite de Framasoft, ça va être justement à un moment donné, assumer ce virage politique. C'est-à-dire qu'on a eu tout un cheminement. Hein. Au départ, nous, on pensait que c'était le logiciel libre qui était la clé, la solution. On s'est rendu compte que c'était juste une première étape, une base, une fondation, mais qu'il fallait plein d'autres choses en plus, que ça ne suffisait pas. Ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas Google le problème, que ce n'était pas les GAFAM, que ce n'était pas les GAFAM Batunatics, mais que c'était un choix de société, une proposition de société qui est le capitalisme de surveillance. Et donc, quel autre choix de société on fait et quels autres outils dans ces choix de société ? Donc voilà, assumer un peu plus cette position politique et du coup maintenant, à qui est-ce qu'on va s'adresser et pour qui on va faire des outils et comment est-ce qu'on va apporter ces outils à ces gens-là. Je pense que c'est ça un peu la suite de Framasoft. Du coup, concernant Peertube, ça va être aussi de trouver un peu plus maintenant... typiquement, nous, on est facilement en contact avec les gens qui administrent des instances Peertube. Donc, il y a plus de 1000 installations de Peertube sur des serveurs aujourd'hui, plus de 570 000 vidéos, 170 000 comptes. Enfin, non, on a dépassé plus. Bon, bref, voilà. Et on est bien en contact avec les gens qui ont installé, qui ont un profil plutôt technicien, tu vois, enfin de dev ou d'admin 6. On a envie d'être un peu plus en contact avec des gens qui ont des profils de créateurs et créatrices de contenu. Et je ne parle pas juste des gens qui aujourd'hui sont identifiés comme des youtubeurs ou des streamers ou des streamers, mais ça peut être aussi la petite boutique en ligne de tricot qui, pour vendre ses pelotes et tout ça, met des vidéos de comment est-ce qu'on fait tel point. Tu vois, ça aussi, c'est une personne qui crée des contenus. Le ou la prof qui a envie de mettre ses cours universitaires en ligne. La convention militante ou geek qui a envie de mettre ses vidéos en ligne sans forcément avoir de la fame ou de l'argent derrière. Donc voilà, et d'être un peu plus en contact avec ces personnes-là et de trouver un peu plus comment améliorer ce qu'on propose pour ces personnes-là. Et puis ça, c'est une des premières étapes pour Peertube. Et l'autre étape qui nous semble essentielle et importante, ça va être de trouver des partenaires qui ont envie d'apporter d'autres briques à Peertube. Typiquement, le problème de la monétisation, nous ne le prendrons pas en charge, mais c'est important de financer les créateurs et créatrices de contenu. Quelqu'une, levez la main.
Voilà, et si vous avez besoin qu'on soit là pour vous aider à travailler dessus et que Peertube s'adapte à votre solution, ben parlons-en. Tu vois, on n'est pas contre. Clairement, nous, la pub, ça va pas être notre tasse de thé, mais il y a 10 000 manières à inventer, il y a 10 000 choses à inventer, donc allons-y, quoi. Donc voilà, ça va être trouver d'autres partenaires qui viennent contribuer à Peertube et qui viennent l'amener à des endroits où on n'aurait pas imaginé. Bon, trop bien. Bon, on va rester en contact alors. Mais carrément. On va explorer tout ça. Donc, comme tu le sais, on est en train de travailler à essayer de construire un site qui sera accessible pour déjà les créatrices et créateurs qui puissent l'installer facilement, l'administrer facilement. Mais la grosse problématique aussi, c'est d'être hyper user-friendly, que les utilisateurs soient hyper faciles. Et c'est vrai que tout en proposant un truc interopérable, limite avec ActivityPub, etc. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on va arriver à simplifier ces outils-là? Ou est-ce qu'ils sont déjà très simplifiés? Je ne me rends pas compte. Non. Mais tu vois, quand on arrive sur Peertube, on veut s'abonner. Moi, je clique sur le bouton s'abonner, j'ai une liste déroulante. Et là, je fais, je laisse tomber parce que je comprends pas. Mais bien sûr. Genre, flux RSS, je sais pas ce que c'est. Tu dois mettre ton adresse ActivityPub au bout sur une instance que et tu fais. Mais c'est tout le problème que nous on a trouvé, c'est qu'en effet, pour l'instant, c'est difficile d'être user friendly parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça va être plus complexe que YouTube. Pourquoi? Parce que Google, par exemple. Est-ce qu'on connaît le logiciel YouTube? Personne ne sait que YouTube, c'est aussi un logiciel. Or, pour afficher les vidéos, t'afficher des recommandations, tout ça, il y a forcément du code derrière. Tu vois. Donc voilà, donc il y a un logiciel, il y a une plateforme, il y a un service, et tout ça, c'est un seul nom, YouTube. Tu vois, et donc, il y a plein de gens qui me disent, mais comment je m'abonne à Peertube? Où est-ce que je vais sur Peertube? En fait, non, Peertube, c'est un logiciel. C'est pas... Et tu vas avoir Framatube qui existe, mais tu as aussi Queermotion, qui existe et qui est une instance Peertube tenue par un collectif queer. Enfin voilà, tu as Skepticon.fr qui est tenu par des vidéastes sceptiques, ils sont formidables. Donc voilà, et du coup, c'est hyper complexe parce que tu as plein de portes d'entrée. Et nous, on ne sait pas forcément trop comment expliquer aux gens parce que c'est un nouveau terrain qu'on est en train de défricher, débroussailler, on va dire. C'est un nouveau terrain. Et donc, comment faire? Sachant que, mine de rien, on connaît déjà ces questions de fédération. En fait, le problème, c'est que tu vas aller voir de la vidéo, tu t'inscris sur YouTube. C'est facile, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Pour Peertube, tu as 50 portes d'entrée. Et tu connais déjà ça, ou du moins on l'a connu, c'est l'email. Comment ça se fait que moi, quand j'ai mon email qui est perso, qui est chez ProtonMail, que toi, tu as ton email qui est, je sais pas, mais je vais dire Gmail, et que tu as machin qui a son email qui est chez Outlook, c'est 3 portes d'entrée différentes, et pourtant tout le monde communique ensemble. Tout simplement, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le même protocole. Le protocole des emails, SMTP, POP, etc., IMAP. Donc voilà. Et donc, on sait qu'il existe plusieurs portes d'entrée et qu'on peut parler ensemble. Et il va falloir trouver comment, dans l'interface, dans les choses comme ça, simplifier ça, expliquer ça. Que, ben voilà, il y a des instances, il y a des machins. Typiquement, pareil, le mot instance. Je suis en train de former une nouvelle collègue. Et donc, je commence à lui parler de ces choses-là. Elle me fait, mais attends, mais tu me parles d'instance, c'est quoi? C'est le conseil d'administration, l'assemblée générale? Elle parlait d'une instance, tu vois, c'était des gens. Or, c'est un vocabulaire de développeur, ça, instance. Et comment est-ce qu'on dit ça? Or, pourtant, si tu parles avec des gamers, il y a plein de personnes qui diront, mais j'ai monté un serveur Discord. Pareil, c'est une instance, en fait. Tu vois, comment est-ce qu'on peut trouver des vocabulaires, des interfaces et des choses qui deviennent user-friendly? Ben ça, on a besoin d'aide, tout simplement, parce qu'on essaie de faire de notre mieux. Évidemment, on travaille avec des designers, on travaille et on va continuer, tu vois, mais à un moment donné, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire, et il va falloir expérimenter des choses. Ouais, donc il y a un vrai travail à fournir sur juste rendre user-friendly tout ça, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, quand tu donnes plus de liberté aux gens, quand tu donnes plus de pouvoir aux gens, forcément, les options sont plus grandes et donc c'est plus complexe. Tandis que quand tu enfermes les gens en leur donnant le minimum de choix possible, alors du coup, ça peut être hyper pratique, hyper lisse. C'est exactement la technique d'Apple, hein, qui en t'enfermant, du coup, t'as pas beaucoup de choix et c'est très joli et c'est très intuitif. Voilà. Et il y a des équilibres à trouver. Ouais, et c'est ça. Comment allier le joli intuitif et c'est ça. Ben ça, c'est du travail, c'est du talent, c'est du fric. Il n'y a pas de secret. À un moment donné, il va falloir mettre de la thune, des designers, des designeuses. Il va falloir mettre du monde derrière tout ça. Alors qui peut financer ça?
Eh ben, déjà, nous, on le fait à notre petit niveau et ce sera forcément via des dons. Via des dons, ou, voilà. Via l'éducation nationale qui participe finalement. Voilà, parce qu'ils sont intéressés par les Tout à fait. Quand ils nous financent pour du développement, bah, ça fait rentrer des sous et donc derrière, on peut payer d'autres personnes, etc. Donc oui, en effet, via des dons. Mais aussi, ça peut être à un moment donné des personnes qui disent je vais contribuer, bah, moi, je vais installer Peertube à un endroit et puis essayer d'autres trucs de design et puis faire des tests avec des gens, demander à des gens de tester, de regarder et vous dire les recommandations que j'ai. Ouais. Voilà, ça peut être ça. Mais enfin voilà, on a besoin de... Tout le monde peut contribuer finalement. C'est ça. Et c'est d'ailleurs, bah, tu vois, ça, dans les projets auxquels on participe et qu'on soutient, il y a ce qu'on appelle les contribateliers, donc au pluriel contribatelier.org. Et c'est des ateliers où n'importe qui peut contribuer au libre, et surtout si tu ne sais pas coder. Et donc on va te dire, bah, tiens, viens tester Common Voice. Et c'est arrivé qu'il y ait des designers et designeuses qui disent, bah, viens tester Peertube ou d'autres logiciels qu'on développe voilà, pour avoir des retours. Se rendre compte si c'est accessible ou si on comprend rien à ton interface. Quoi. Mais finalement, toi, dans ton coin, tu peux embaucher une personne et faire des ateliers comme ça. Il n'y a pas de souci. Trop bien. Bon, merci Pouillou. Et merci. Il y a de l'espoir alors. Ah ben, il y a toujours de l'espoir. Tu sais, nous, notre ancien slogan, c'était la route est longue, mais la voie est libre. Ouais. On est toujours d'accord avec. Et nous, ce qu'on dit, c'est maintenant, on veut changer le monde, mais un octet à la fois. Tu vois, on reste modeste, mais on va quand même changer le monde et on le fait. Mais là, on est en train de multiplier nos octets à puissance 10 000. Ah ben, plus on sera nombreuses et nombreux, plus on aura d'octets qui changeront le monde. C'est beau, ok. Merci. Avec plaisir.